Voilà, donc à nouveau, merci d'être venus si nombreux. Ce soir, c'est donc la quatrième rencontre et dernière rencontre de la série qui porte le titre « Quels outils pour construire la nouvelle ruralité ?» C'est vrai que comme cette rencontre clôture la série, l'idée c'est d'essayer d'avoir un petit peu des outils, un petit peu des leviers en fait à actionner pour réaliser les changements et répondre un peu aux enjeux qui ont été dessinés pendant les 3 autres rencontres. Et donc, il y a un petit peu cette sous-question qui est liée à l'ouvrage, à l'inventaire des architectures Wallonie-Bruxelles 2020-2023, vers des démarches architecturales régénératives, d'essayer de voir quels sont les potentiels du milieu rural pour expérimenter de nouveaux modes de vie, mais aussi de production et de consommation d'espace. C'est-à-dire d'essayer de voir ce qui est présent, ce qui existe déjà, et de se baser là-dessus pour essayer de mettre en place des outils. Donc, j'ai fait appel à 3 personnalités ce soir qui nous permettent de vraiment rentrer dans les territoires wallons, mais aussi dans les territoires de flamands, et puis de nous donner aussi un point de vue un peu plus international. Donc, je vais vous présenter Aglaé De Gros, Norbert Nelles et Ward Verbakel. Merci beaucoup à vous 3 et bonsoir. Aglaé, vous êtes architecte, urbaniste, directrice du bureau Argenering, mais également professeure et directrice de l'Institut d'urbanisme et de l'Université de technologie de Graz, en Autriche. Dans divers projets de recherche et de conception, comme ceux sur la transition du Luxembourg, par exemple, que vous avez mené en collaboration avec l'Université de Harvard, vous interprétez la relation entre mobilité, paysage, développement urbain et redynamisation rurale. Vraiment au cœur des questions de ce soir. Vous êtes membre du comité Landluft, qui favorise les développements urbanistiques ruraux de qualité en Autriche. Et puis, vous avez édité avec l'architecte paysagiste Eva Schwab le livre Justice territoriale que vous avez sous la main et qu'on nous reverrons tout à l'heure sur les diapositives. À votre droite, il y a Norbert Nelles. Norbert qui est la personne qu'on ne peut pas éviter si on veut parler de la ruralité. C'est vraiment la référence pour tout le monde. Quand on a commencé à mettre en place ces rencontres, tout le monde nous disait « mais Norbert Nelles, bien sûr ». Donc, vous êtes architecte, cofondateur du bureau Artaud en 1984 jusqu'en 2002. Et puis, vous avez été enseignant de 2010 à 2018. On va revenir sur votre enseignement qui était centré justement sur des ateliers liés à la ruralité. Et puis, vous avez été co-doyen de la faculté d'architecture de l'Université de Liège à partir de 2011. Votre démarche architecturale et votre enseignement donc, sont profondément ancrés dans les ruralités. Et vos chantiers actuels tirent parti du dynamisme des entreprises rurales, des liens sociaux propres à la ruralité et des ressources locales. Donc 3 thèmes sur lesquels on va vraiment revenir ce soir. Vous avez également été le co-directeur scientifique du guide d'architecture moderne et contemporaine de l'arrondissement de Verviers en 2022. Et puis, vous faites bien sûr partie du comité de rédaction de l'inventaire qui est la source de ces rencontres. Ward, vous êtes ingénieur architecte urbaniste, cofondateur du bureau Plus Office à Bruxelles. Vous êtes également enseignant à la KU Leuven. Et puis, depuis hier, vous êtes docteur en architecture, urbanisme et sciences politiques. Et votre sujet, c'était « A Practice in the Making, Village Urbanism in Flanders ». Donc, en traduisant très rapidement en français, une pratique dans le faire, l'urbanisme des villages en Flandre. Mais avant ceci, et donc ça va être un sujet, déjà c'était un sujet du film, mais ça va être un sujet aussi de notre discussion de ce soir. Il y a votre publication Toolbox d'Orps Architecture, que je pourrais aussi traduire rapidement en français par boîte à outils de l'architecture villageoise, coproduit par l'ASBL Arthur et la KU Leuven, dans laquelle vous proposez des outils de conception sous la forme de figures et de tactiques villageoises pour une vie plurielle.
Voilà, bienvenue à vous trois. Et donc, j'aimerais vous poser trois questions. Ce soir, on va revenir sur 3 questions. La première question, ce serait quels sont les vecteurs de transition que représente la mobilité, comme on l'a vu dans le film, et puis le lien social, qui est assez particulier dans les ruralités. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est comment atteindre une conception du territoire basée justement sur ces relations. Et puis la troisième, comment augmenter la qualité des modes et des cadres de vie ruraux et enrichir la culture du bâti. Voilà le programme pour ce soir. Et donc j'aimerais commencer par poser la première question à Aglaé Degros. Donc Aglaé, selon toi, selon tes études, quel vecteur de transition représente la mobilité et les liens sociaux? Oui, merci. D'abord, merci Audrey pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Et puis surtout parce qu'il y a Thierry Deby qui est là et on a fait un projet il y a 20 ans qui partait un peu déjà dans cette direction. Donc c'est très très agréable d'être de retour en fait. Pour répondre à ta question, je voudrais d'abord avoir la première slide, voilà, que je vois aussi. C'est très bien. Ouais. En fait, je vais utiliser le livre pour te répondre. Donc, le livre, cette publication, c'est GAM, c'est Graz Architecture Magazine. Et c'est une publication qu'on fait quand on commence à enseigner à l'université. Chaque directeur d'institut, en fait, choisit un sujet et donc publie un magazine sur ce sujet. Et comme vous pouvez voir, donc le sujet que j'ai choisi à l'époque s'appelait Territorial Justice. D'abord parce que, pour vous expliquer, la ville de Graz, c'est une petite ville au bout de l'Autriche, entourée d'un énorme territoire rural. Donc d'abord parce que simplement, c'était un sujet rural. Un sujet local, donc la ruralité. Et puis aussi parce que un tiers du temps, j'habite dans un petit village dans les Ardennes qui s'appelle Louis-Brun, et j'ai trouvé très intéressant de peut-être avoir des observations plus pointues sur la ruralité que les un peu clichés qu'on a. Chaque été, on a énormément des scouts dans les Ardennes, je suppose aussi aussi. Et ils viennent et ils toquent à la porte et ils demandent est-ce qu'on peut dormir chez l'habitant. Et c'est amusant parce que dans le village, en fait, autour, à part ma maman qui habite juste derrière, on a énormément des gîtes aussi. Donc toquer à la porte et dire est-ce que je peux dormir chez l'habitant, ça marche pas parce que ça se réserve par internet et forcément il faut aussi payer. Et c'est cette transition qu'on est, on n'est pas toujours conscient. Hein, les enfants qui viennent, les scouts, ils comprennent pas toujours très bien, je crois. Ils n'ont pas une image très claire de ce qui se passe comme transformation. Et c'est pour ça, mon point de départ, c'était une observation assez précise de qu'est-ce qui se passe exactement pour le moment dans la ruralité. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que dans le monde académique, on commence beaucoup des dissertations, évidemment pas Vard, mais beaucoup des autres dissertations commencent par 50% de la population mondiale vit dans les villes. Et je me suis toujours dit, mais oui, et les autres, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et c'est pour ça que cette publication, donc, traite de la justice territoriale, parce qu'en fait, dans la ruralité, on voit un monde très, très fragmenté avec des réalités extrêmement différentes. Et je voudrais bien avoir la deuxième slide, s'il vous plaît. Et c'est dans une discussion avec Philippe Estep, qui est un urbaniste français, qui m'a un peu éclairée sur le sujet. Et vous voyez ces deux schémas. En fait, ce sont des cartes isochromes, c'est-à-dire que ça lie le temps et l'espace. Et la première représente le réseau ferroviaire en France, je pense que c'est 1914, oui. Et on voit qu'en fait, la France est plus ou moins tout à fait couverte. Donc, on peut aller partout avec le train, plus ou moins dans un même temps. Tandis que la deuxième carte, qui est de 2015, on voit qu'avec l'apparition donc, des trains à grande vitesse et la suppression de certaines gares qui ont été mentionnées d'ailleurs aussi en Belgique, on voit en fait que cette relation entre le temps et l'espace change tout à fait.
C'est-à-dire qu'on a des points qui sont très accessibles, des villes qui sont beaucoup plus proches les unes que les autres, mais aussi des déserts. Et c'est les déserts ruraux, évidemment, ça correspond aux cartes des déserts ruraux, des déserts médicaux et aussi à certaines cartes de vote politique aussi, hein, de frustration par rapport au système existant. Et je pense que ces deux cartes font vraiment réfléchir à cette accessibilité et à la relation qu'il y a entre les choses. J'aimerais bien voilà. Et pour continuer à réfléchir, je pense que pour bien observer la ruralité, il ne faut pas non seulement regarder les territoires, et cette citation l'explique très bien, c'est une citation de Monsieur Béard. J'ai pris aussi son ouvrage, ça s'appelle, ça c'est en français parce que malheureusement le GAM, il est en anglais et en allemand. On peut quand même downloader quelques articles gratuits, mais il faut que vous les traduisiez. Par contre, ça, c'est vraiment en français, et ça s'appelle « Nouvelle relégation territoriale », c'est assez bien fait. Et donc, là, M. Béard explique qu'en fait, il vaut mieux, en fait, plutôt que regarder les typologies des territoires, ce qui est intéressant, c'est les typologies des relations entre les territoires. Et en fait, ça répond à la question, c'est quel type de relation il existe entre les différents endroits qu'on peut trouver dans un territoire. Et j'aimerais bien pour ça la suivante. Et je pense que si on regarde un peu plus près, on se rend compte que dans la ruralité, on a la forme des villages. Et les villages, à l'origine, c'est des endroits assez fermés. C'est positif et c'est négatif. On a entendu certains aspects, des circuits courts, une communauté. Parfois, ça peut être aussi un peu fort fermé. Hein. Et ces espaces plus fermés ont une relation, mais plutôt ponctuelle avec les villes. Tandis que si on compare ça, par exemple, à une structure plutôt de lotissement ou de suburb, de périurbaine, on va dire, on a quelque chose de beaucoup plus explosé comme structure, mais qui crée des navettes avec la ville. C'est-à-dire que les infrastructures, là où on va travailler, là où on va aller faire du shopping, c'est dans la ville, et on va donc revenir. On a parlé aussi dans le film de l'effet dortoir, par exemple. Hein. Ça, c'est ce qui se lit dans ces petits diagrammes. Le suivant montre en fait la transformation actuelle qu'on peut observer dans la ruralité. C'est-à-dire que les villages se périurbanisent ou se transforment peu à peu en lotissement. On l'a entendu aussi dans les discours. On peut l'observer très fort en Belgique, où les centres des petits villages sont de plus en plus des gîtes. En Autriche, on a le même phénomène, mais juste les centres sont absolument vides, en fait. Parce qu'il n'y a pas assez de pression touristique dans Steiermark par rapport aux autres parties. Et on voit donc des centres, ils appellent ça l'effet donut, c'est-à-dire qu'au milieu, il n'y a rien. Bien. Et donc, on voit que peut-être pour transformer cette situation, il faudrait donc recréer des petits circuits courts dans les villages, essayer d'atténuer cette relation ou cette dépendance à la ville, donc transformer ces navettes, essayer d'éviter ces navettes et créer des liens peut-être entre ces villages mêmes. Alors, c'est peut-être un peu abstrait, mais j'aimerais bien terminer ma réponse avec cette visualisation de ce diagramme, finalement. C'est un exemple dans le Vorarlberg, c'est à la frontière avec le Liechtenstein. Et on voit que, en fait, les villages là, qui se sont rassemblés sous le nom de Bregenswald, c'est pas vraiment... C'est pas un LAN, c'est quelque chose, c'est un ensemble de petits lieux, oui, géographiques aussi d'ailleurs, oui. Et on voit qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils se sont distribués les infrastructures. C'est-à-dire qu'on peut voir en haut une grosse maison, là, en fait, c'est pas du tout une maison... c'est beaucoup plus grand, c'est avec des appartements pour des seniors, avec aussi un home pour personnes plus âgées et une crèche, par exemple. Tandis qu'un autre, on voit le bâtiment qui est assez joli, on parlait de Zumthor, c'est fait par Zumthor.
c'est un showroom pour l'artisanat en bois, mais vraiment les techniques du bois, avec non seulement des expositions de ce qui est fait, mais aussi des ateliers et aussi des ressources pour permettre aux entrepreneurs du bois donc de se rencontrer, de travailler ensemble et de se promouvoir ensemble. Donc c'est aussi des lieux spécifiques de travail qui sont mis. Et ces lieux donc se dispersent sur différents villages et sont mis en réseau. Je pense que ça pourrait être un début de réponse à ta question. Alors. Merci beaucoup. Effectivement, des bonnes pistes. Je me retourne un peu vers Ward pour te poser donc la même question. Et est-ce que je peux te demander de prendre le micro et de parler dans le micro, s'il te plaît? Merci. Oui, ok, merci. Donc, de nouveau, merci de m'inviter au début pour cette vidéo qui était faite et que je crois que vous avez tous vu jusqu'avant mon arrivée. Et pour moi, donc mon expertise sur la construction d'architecture dans les villages, particulièrement en Flandre, mais aussi avec un regard un peu plus large. Et quand vous avez demandé de réfléchir sur ce thème, d'abord, la question sur la ruralité n'est pas tellement claire. C'est très difficile à définir dans ce territoire belge ce qui est la ruralité. Quand on utilise les normes qui sont là de l'Agence économique de développement européenne, la Flandre la Belgique n'a que 15% de ruralité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. Et ça a à voir avec une forte mixité, une hybridité de notre territoire. Là, on s'appelle ça peut-être le périurbanité. Quand on utilise d'autres types de classifications, parfois pas par municipalité, mais par cellule statistique, on peut découvrir quelque chose de tout à fait beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillé. Parce que les gens sont tous... dans leur tête, quand on lit le mot village ou la ruralité, il y a des images qui se présentent, ils sont assez clairs pour tout le monde. Quand même, on ne les partage pas ensemble. Et c'est dans ce cas-là, il faut être très attentif de ne pas projeter des fausses images sur ce type de contexte, soit cette ruralité ou ce type de village. Et on a vécu ça quand on a fait une évaluation de la politique d'investissement dans la ruralité côté nord du France et la Flandre, de Westhoek. Et là, on a vu que quand la Flandre s'investissait dans des rues principales qui sont refaites avec des belles places, avec une fontaine, parce que ça, c'est la centralité, la France a fait d'autres choses. Ils ont investi des promenade verte, ce qui est aussi une vue sur l'espace public. Et ce vidéo qui était fait par le Bouwmeester de Flandre, il n'y a qu'un an, je crois, qui est fait par Naïd Chak. Et dans ce documentaire, ce moment où il se retrouve autour des petites ruelles, des passages, ça montre un aspect très important de ce type de village. Et donc cette mobilité à pied, qui n'est qu'une petite promenade, mais qui est aussi une invitation à se rencontrer. Et ce type de vie publique n'est pas une vie d'intensité. Ça n'a pas besoin d'intensité. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez poétique de comprendre. Donc, de regarder que voilà, ça sont aussi des aspects qu'on peut utiliser comme designer, peut-être dans la slide suivante. Et j'utilise ce slide souvent pour expliquer quelque chose qui est en train de se dérouler en Flandre. Et j'imagine que peut-être la Brabant Wallonne peut nous joindre dans ce type d'évolution. Ça s'appelle l'appartementisation en français, apartmentisation, verappartementisering en Dutch. Et c'est le fait qu'on est en train de remplacer des maisons unifamiliales par des appartements à une vitesse énorme. Et c'est une vitesse qui est beaucoup plus vite et beaucoup plus profonde dans les territoires non urbains que dans les territoires urbains. Et là, on le voit, on a une belle ferme Langhevelhoeve avec une longue façade. C'est un type assez pauvre qui date du début de la siècle avant.
mais il est isolé. C'est bien pour la norme, tout est en ordre. Et à gauche, on a cet appartement avec une densité qui est 100 fois plus sur le même parceau. Il faut imaginer habiter là avec ce type avec sa poussette, avec 5 vélos, pour entrer là, littéralement, cette lampadaire, on dit c'est quoi en français, une lampadaire, oui. Ok, voilà. Il te bloque. Et pour moi, c'est une vue assez claire sur ce qui est en train de se dérouler, et c'est pas réglé. Et entre les deux, on a une sorte la petite ruelle, la passage qui se présente. Oui. Et il faut aussi comprendre que ce type d'infrastructure qui est là, c'est le fin de l'allotissement. On a aussi de nouveau une petite fermette. Mais là, il se retrouve quelque chose d'autre, une appropriation de l'infrastructure pour d'autres usages sociaux, sportifs, de rencontres. Et projeter de nouveau une vue sur quel type de rue on a besoin, là, il y a un grand potentiel pour des espaces partagés. On n'a pas besoin de trottoirs dans ce type est-ce que c'est une ruralité? Je ne sais pas, mais c'est quand même périurbaine. C'est un mot que j'utilise souvent. Oui. Et avec ce type de concept de passage, de petites ruelles, on a aussi fait du master planning, du village urbanism, une urbanisme villageoise, qui utilise ce petite ruelle ici. C'est une rue, oui, mais c'est à Purs, c'est un village de 5000 personnes au centre entre Anvers et Bruxelles, qui est fortement en train d'urbaniser grâce à la grande fabrique de Pfizer, et on a GSK pas loin d'ici. Donc il y a d'argent et ils sont quand même en train d'urbaniser. Et on a proposé un master plan qui utilise les jardins et les liens, les petits passages entre les jardins comme structure. C'est une structure qui n'a pas tellement hiérarchisée, c'est plutôt je ne sais pas que c'est un mot, oui, c'est presque en français, donc je m'excuse, je switch du langue de néerlandais, d'anglais et maintenant le français le même jour. Et ce master plan propose une logique qui est autre, qui commence avec un système rhizomatique qui se déroule dans ce type de tissu et qui ne remplace pas la village par la ville. Et pour moi, c'est vraiment le concept que j'aime ajouter quand on parle de mobilité. Et dans un autre village, à Nelen, c'est plus dans le territoire campine, où il y a aussi la production de diamants. C'est quoi le cutting de diamants? Et là, ils ont utilisé ce type d'imagination d'autres rues, dont des allotissements classiques, parce qu'on a dizaines, milliers de rues comme ça. Et cette image était en 2018, je crois, utilisée par plusieurs partis politiques dans leur programme pour convaincre qu'il faut voter pour ou voter contre nous, parce que c'est un projet assez divisant, disons. Et heureusement, ils ont trouvé un équilibre et ils sont en train de aussi installer ce type de rue, jardin. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des villes où il y a une sorte mimique de appropriation des rues par le jardinage. Mais là, ça peut vraiment devenir quelque chose d'autre. Et donc, ça sont quelques vecteurs de transformation qu'on a constatés dans notre pratique, que je mets aussi sur la table pour le débat. C'est effectivement intéressant de voir les deux échelles dans vos approches, les deux échelles différentes et très complémentaires. Norbert, je me retourne un petit peu vers toi pour te poser la même question et surtout par rapport à ta pratique sur la notion de lien social. Voilà. Alors, oui. En fait, je vais essayer de parler des différents thèmes à travers le village dont je suis originaire, et je vais peut-être commencer par le situer. Tu peux passer à la dia suivante. Donc, en fait, Auffray est situé dans les cantons de l'Est, ce qu'on appelle communément les cantons de l'Est. On est proche de la frontière allemande. Ce que vous voyez sur la carte de gauche, donc c'est les cantons de l'Est avec les 3 cantons, Eupen, Saint-Vith, Malmedy.
Eupen, c'est un vide germanophone, Malmedy, wallon. Et puis sur l'autre carte, ça nous permet de situer les 3 villages avec déjà en partie le relief, mais surtout Botrange, donc qui signifie le parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Alors oui, rapidement, en fait, je parle de ce village, Auffray, mais en fait, il y en a 3 regroupent généralement, et c'est un terme qui est là depuis très longtemps, qu'on appelle la paroisse, parce qu'il y avait une église à Auffray qui regroupait les 3 villages. Alors là, on a en fait quelques images du contexte. Donc en haut à droite, les Hauts-de-Fagne, avec son climat très particulier. Donc on est dans un des endroits les plus hauts de Belgique, mais avec un microclimat. Il pleut 2 fois plus qu'à Liège, notamment, et il fait 4 à 5 degrés, je dois encore vérifier ce midi, de moins par rapport à Uccle. Juste en dessous, la photo du dessous, c'est les vallées. Donc tout ça se retrouve quelque part dans ce relief qu'on peut voir sur la carte en relief à gauche. Donc avec dans le fond des vallées, on a la ville de Malmedy, et sur le plateau, on a les 3 villages et puis les Hauts-de-Fagne. Ce qui amène d'une part un climat particulier, une sorte de forme d'isolement, j'ai envie de dire, simplement pour arriver de Malmedy à Auffray. C'est à peu près 6-7 km de route, pratiquement de col, je dirais, qui traverse une forêt. Dernièrement, la route a été carrément coupée. Il y a eu un tassement assez important de la voirie. Au-delà, c'est Eupen, c'est un 20 km. Donc, on doit passer par une forêt, le plateau des Hauts-de-Fagne. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, il y a un contexte peut-être un peu particulier, qui est peut-être un peu caricatural quelque part. Hein, donc, il n'est pas vraiment générique, mais pour moi, il est peut-être aussi le support de ce lien social, notamment le fait de se retrouver dans une forme de communauté un peu isolée, avec un climat particulier, fait que c'est une photo déjà un peu plus ancienne, mais qui montre bien le village de Auffray, l'extrémité du plateau, et puis dans le fond, on devine les vallées profondes occupées dont les versants sont occupés par de la sylviculture. Okay. Alors, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, alors, je ne suis pas sociologue, hein, j'observe simplement. Donc, pour moi, le lien social, on ne peut pas nécessairement associer milieu rural et lien social. Ce n'est pas nécessairement une sorte de garantie d'avoir du lien social. Qu'est-ce qui peut le faire? C'est finalement l'interconnaissance. Mais j'ai repris ici, donc sur la colonne de gauche, on retrouve toutes les associations du village. Alors on retrouve d'abord le comité des fêtes, très important, qui vient de fêter ses 50 ans, mais il y a un club de foot avec 10 équipes, en comptant les équipes de jeunes, les équipes féminines. Il y a un club de gym, il y a une fanfare qui existe depuis 1912, qui est devenue un brass band entre-temps. Donc voilà, il y a toute une flopée d'activités, une douzaine d'associations. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, une sorte de dynamisme associatif qui est vraiment très très important. J'ai repris dans un rouge-brun trois points, mais notamment les locaux de la fanfare, les locaux du foot et les locaux de la jeunesse ont été construits par les membres, avec quelques moyens donnés par la ville, notamment, en général, on donne le bois pour la charpente. Et puis alors, il y a un élément tout en dessous, je ne sais pas si on le voit bien, c'est en rouge, c'est les 3 écoles. Donc il y a une école dans chacun des villages, à Mont, Auffray, Lonfaille. En fait, ce n'est pas un cycle complet dans chaque village, mais c'est simplement 2 années de chacun des cycles, y compris le maternel, de manière à faire circuler les enfants d'un village à l'autre. Ce qui fait qu'il y a une très bonne interconnaissance aussi dès l'enfance, non seulement pour le village, mais pour les 3 villages. Et pour moi, ça contribue vraiment à pouvoir créer un vrai réseau de gens qui se connaissent. Et alors peut-être encore le tableau à droite, c'est simplement toutes les activités sur une année, c'est le calendrier des activités du village. Donc il y en a à peu près une par semaine qui concerne ces différentes associations. Donc pour moi, elle contribue réellement à développer ce lien social qui est extrêmement fort, qu'on ressent
J'ai eu l'occasion de le vivre par rapport à des événements difficiles dans la famille, mais où la solidarité, le soutien de toutes ces personnes a été vraiment un réconfort. Et donc, pour passer à la deuxième question, comment justement ces liens sociaux pourraient être activés? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'ils peuvent être activés pour concevoir ce territoire? Avec Simon Tessou disait que ça servait à rien, et c'est peut-être une question que je vous soumets, que ça servait à rien de venir avec des idées, qu'il fallait travailler avec les personnes qui habitent ces villages. Et je sais aussi que Thomas et Marc Verdier, dans la première deuxième rencontre, disaient en fait, la ruralité met en question le rôle d'architecte parce que le paysage, les habitants créent une façon de vivre. Et donc, c'est peut-être aller trop loin, mais revenons au début. Comment ces liens sociaux peuvent actionner une nouvelle façon de concevoir les territoires? Oui, et j'avais envie de prendre l'exemple, ou en tout cas une discipline un peu particulière. Alors pour moi, on parle d'artisan, je n'aime qu'à moitié ce terme, je préfère le terme de Handwerker. Vraiment les personnes qui utilisent leurs mains pour travailler, ça n'exclut pas de travailler aussi avec la tête. Alors j'avais repris cette phrase d'un tout petit bouquin qui s'appelle Commune frugale, donc, qui est un bouquin édité par un mouvement pour une frugalité heureuse et créative, qui est assez intéressante, qui évoque justement la manière de travailler de manière frugale. Voilà, pour moi, j'avais repris cet extrait. L'enjeu réside dans la préservation et la réactivation d'un patrimoine immatériel porteur d'un fertile récit collectif. Dans ce savoir-faire se trament les principes d'une architecture vernaculaire, passant d'une relecture à la réinterprétation des typologies, des formes, des textures, des motifs. Elle s'épanouit dans le choix du sur-mesure adapté au lieu, prenant appui sur ses ressources afin de conférer une valeur culturelle, éthique et esthétique à l'architecture. J'ai presque envie d'enlever l'architecture, ça pourrait toucher à beaucoup d'autres domaines. Je trouvais qu'il y avait ce savoir-faire dont a parlé Emeline Curien dans le film, notamment par rapport au potager, simplement. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, une autre phrase d'un bouquin, vous connaissez peut-être Valentine Gobi. Valentine Gobi a écrit un livre qui s'appelle Kinderzimmer, mais un autre qui s'appelle L'île Haute. L'île Haute se passe dans les Alpes, à Valorcine. Et dans ce livre, un autre livre, elle est interrogée par Fabrice Lardreau. Et elle évoque justement cette écriture à propos de l'île Haute et du village de Valorcine. Elle écrit, alors là je dois vraiment me tordre, je vais me mettre debout, excusez-moi. Les hommes et les femmes de cette vallée ont longtemps eu des corps sculptés pour le travail. Ils savent tout faire, tout sort de leurs mains. J'ai été impressionné par les compétences multiples qu'ils ont su développer au fil du temps. Cette habileté va de pair avec l'idée de complémentarité, de solidarité et aussi d'autonomie. Pour nous qui vivons dans une société de services où l'on paye les gens pour faire tout à notre place, cette polyvalence fait envie. Elle ajoute « J'aime les univers marqués, dotés d'une identité forte, mais dont on perçoit en même temps la fragilité. Parce qu'il est exigeant, ce monde demande à ceux qui l'habitent une grande solidité. » Donc, pour moi, on retrouve d'une part cette question de la fragilité. Je vous ai parlé de l'isolement, du climat, et je le ressens, cette question, même si Valentine Gobi évoque un milieu alpin, je le ressens quand je parcours le village, mon village. Et alors, j'ai envie d'évoquer, je vais pouvoir le justifier un peu plus tard, mais simplement évoquer la présence des Handwerker dans le village. Il y a déjà géré par 3 personnes de haut frais, 3 entreprises d'une taille relativement importante. J'ai une entreprise qui était au départ familiale, mais voilà, c'est un cousin qui la gère aujourd'hui. C'est une entreprise de travaux publics qui a également une carrière, c'est 250 employés, enfin ouvriers. Lodomé et Bodaroué, c'est 50 et 200 personnes chacune. Donc elles ont chacune leur siège, si pas au frais, vraiment à proximité.
Mais il y a également toute une série de handwerkers, d'artisans, qui travaillent tout seuls et qui s'associent suivant les opportunités, suivant les nécessités. Rien que dans le village, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent dans le bâtiment, une autre quinzaine qui travaillent dans des domaines beaucoup plus élargis. Et je trouve que c'est aussi, pour moi, synonyme quelque part de production au cœur du village, une production qui est intéressante, c'est une forme d'économie qui permet de travailler, d'exister dans le village. Et la photo à droite, montre un petit atelier, l'atelier d'un ami menuisier, qui est au cœur du village de Mont, et qui est non pas dans un zoning industriel, non pas en périphérie de village, mais dans le cœur du village. Et donc, qui est un lieu d'activité permanent. Chaque fois que je passe, j'ai l'occasion de pouvoir aller saluer cet ami, mais elle est vraiment comme un cœur qui bat au cœur du village. Alors, j'ai envie, pour illustrer tout ça, et notamment la présence de ces grosses entreprises, la présence de ces petits entrepreneurs, d'évoquer un projet qu'on a eu l'occasion de mettre au point, encore avec ce cousin, qui est Karim, mais qui est également président d'un home. C'est une résidence pour personnes âgées, d'une toute petite échelle, 24 lits, qui est historiquement quelque part fondée dans le village. L'image à l'extrême gauche, on voit à droite de l'église le couvent. Voilà, j'ai encore eu l'occasion, quand j'étais à l'école primaire, d'aller manger ma soupe à midi auprès des sœurs. C'était réellement des sœurs d'une confrérie, enfin je ne sais pas si on dit une confrérie, mais qui émanait d'Aix-la-Chapelle. Quand elles sont débarquées au milieu du 19e siècle, on était prussiens, donc d'où les termes sur la carte en français et en allemand. C'est une petite parenthèse, mais jusqu'à présent, on est resté plus longtemps prussien que belge. Et donc, au moment où la dernière sœur a disparu, le couvent, enfin le home, oui, j'ai oublié de dire, mais en fait, les sœurs hébergeaient au départ un orphelinat, puis un home pour personnes âgées. Et donc, au moment de la disparition des sœurs, les gens du village ont repris en SBL le home. Et puis, au fur et à mesure des mises aux normes, ça devenait de plus en plus compliqué. Il a été question de recréer un nouveau home. C'est l'image à l'extrême droite. L'ancien couvent a lui été transformé en logement casco. Ça, c'est une expression néerlandophone. Donc, c'est un gros œuvre fermé où les propriétaires assumaient eux-mêmes la finition du intérieur du bâtiment. Alors, si je vous parle de tout ça, si on reprend la photo de droite, c'est que le home était entouré d'une grande pelouse de 1000 mètres carrés qui n'aboutissait, enfin, qui était une sorte de milieu pour moi sans biodiversité d'une part, qui était inaccessible aux résidents d'autre part. Donc je trouvais ça vraiment problématique. J'en ai parlé à mon cousin et je lui ai dit, mais tu trouves ça normal? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il dit, écoute, réfléchis, sors-nous quelque chose. Et donc voilà. Et je crois que c'est Audrey qui parlait du rôle de l'architecte. Pour moi, je ne me suis pas senti l'âme d'un architecte, mais quelqu'un d'une sorte d'intermédiaire, peut-être un peu comme quelqu'un qui reprend contact avec les personnes. Et puis, on a réuni les résidents et on a dit, qu'est-ce que vous voudriez avoir dans votre jardin? J'étais assez surpris. La première chose qui est venue, c'est on voudrait retrouver de la biodiversité, avoir des papillons, avoir des fleurs, avoir des abeilles, et qu'on puisse contribuer à faire un environnement plus intéressant. Et puis un kiosque, je trouvais ça un peu particulier parce qu'on a un climat de nouveau très particulier. Et puis elle voulait surtout pouvoir, enfin il voulait, mais je dis elle parce que c'était surtout un gros pourcentage de vieilles dames, elle voulait pouvoir aller se balader dans ce jardin. Donc on a recréé un circuit qui tourne autour, mais dans la partie haute du dessin, on ne le voit pas bien, mais il y a un jardin collectif. Et je reviens à ce qu'Emeline Curien disait tout à l'heure. Maman a été résidente dans ce home. Elle m'a dit, elle était assistée au début du jardin collectif. Elle a dit, tu te rends compte qu'elle dit, ils font un trou et ils mettent 3 poreaux dedans.
ça ne va pas, hein, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est un poreau par trou. Donc voilà, et je trouvais que c'est un échange, et c'est exactement ce que Emeline sous-entendait tout à l'heure, cette disparition, mais aussi cette possibilité de réintroduire ce savoir-faire quotidien qui est propre à la ruralité. Alors, peut-être encore la suivante, il y a un dessin d'une petite cabane. J'ai proposé une cabane plutôt qu'un kiosque. Une cabane, c'est fermé, ça permet d'éviter les courants d'air. Donc voilà où en est le chantier aujourd'hui. Quand j'en ai parlé, j'ai fait une estimation. On arrivait à 100 000 euros. Et puis mon cousin a dit, écoute, mon entreprise met 10 000 euros plus les bétons gratuitement. Mais les deux autres entreprises vont faire la même chose. Et donc, elles ont réussi à réaliser ça en 15 jours, tous les cheminements tels que vous les voyez là-bas. Donc ça sous-entend les terrassements, les coffrages, les fondations, les ferraillages, la remise en place des terres, le bétonnage, etc. Et puis, on a eu aussi 3 anciennes résidentes qui ont créé une petite fondation. Elles n'avaient pas de famille, donc elles ont légué leurs biens à cette fondation, gérée par la Fondation Roi-Baudouin, à destination des personnes qui en auraient besoin dans le village. Et donc, on a fait une demande à la Fondation Roi-Baudouin. Donc, on va pouvoir avoir de quoi financer la cabane, de quoi financer des bancs. Et on vient de lancer une opération de parrainage de tout ce qui va être le végétal, les haies, etc. Donc, en gros, ce projet n'aura pratiquement rien coûté au village, mais permettra d'offrir un vrai plus et de pouvoir essayer de créer aussi, non pas une sorte d'îlot réservé aux résidents du Haut, mais de pouvoir l'ouvrir au village, aux enfants, à l'école qui est toute proche. Merci pour ce témoignage. Rappelle-nous combien d'habitants ça concerne. Le village, c'est 1200, enfin les 3 villages, c'est 1250 habitants, 1260 habitants à peu près. Okay. Au frais, je dirais 600. Et okay. Pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Aglaé, notamment par rapport au fonctionnement dans le fort Arlberg, on est à peu près, donc il ne faut pas croire que le home ici est réservé aux habitants d'Aufray, Mont-Lonfaille, mais c'est ouvert aux habitants des villages voisins. Les villages voisins proposent aussi d'autres infrastructures qui permettent de recompléter ou de créer progressivement une sorte de puzzle à ce niveau-là. Okay. Donc ça s'élargit, ça s'ouvre. Mm-hmm. Ça s'élargit, ça s'ouvre à d'autres populations. Ward, je me tourne un petit peu vers toi. Qu'est-ce que tu voulais donner comme oui, comme mais témoignage? Peut-être, est-ce que c'est aussi OK qu'on réagit un peu? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Ça devenir une conversation. Dans ce que vous présente, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que dans la ruralité et certainement le village, il y a aussi un risque de projeter une sorte d'idylle rustique, idylle rurale, que oui, là, c'est un repositoire de valeurs bonnes, c'est la bonne vie, c'est la qualité, tout est positif. Mais dans les villages et certainement dans le territoire rural, il y a aussi d'autres éléments, la pauvreté, il y a aussi des mécanismes d'exclusion, donc c'est une extraction des territoires, donc il y a d'autres mécanismes aussi, et parfois les gens on n'est pas tellement clair de quoi on parle, et pour moi c'est très important, parce que certainement quand on parle de la vernacularité ou l'idée que des architectes ne sont pas nécessaires parce que les gens autoconstruisent leur territoire, leur village. Oui, peut-être, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes. Et est-ce que les architectes peuvent recréer une vernaculaire donc l'informel qui est formé par des architectes, c'est très difficile. Donc ça pose très vite des conflits dans ma tête. Mais peut-être ce que je viens d'apprendre, c'est que on n'a peut-être pas besoin de planificateurs. Donc c'est peut-être ça ce qu'il ne faut pas avoir trop dans des villages. Et là, l'exemple que je connais et qui m'a tellement touché, c'est il y a 50 ans dans un village Monte Carreso où Luis Nozzi a dit voilà, on va finir, on va aboutir toutes les règles qui existent, abolir, et on n'a que utilisé 5 ou 7. C'est devenu 7, et ils ont dit voilà, on va utiliser 7 règles pour construire dans notre village, et c'est le début d'un urbanisme de négociation. Et peut-être on a besoin de moins de règles et moins de
planification et plus de négociations, plus de dialogue, plus de manières de se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et c'est quoi exactement cette qualité qu'on cherche? Et pour moi, et là, les architectes sont invités pour mettre aussi leurs skills, leurs capacités, compétences sur la table et de quand même donner forme à ce type d'aspiration et de qualité cherchée. J'ai envie de réagir tout de suite et je suis un ardent supporter de ce type d'idée. Tu as parlé du Vorarlberg, mais on peut parler aussi du Südtirol, où on retrouve ce qu'on appelle des Beirats. Et donc, ils sont en fait des conseils simplifiés, où on retrouve l'échevin ou le maire, on retrouve le maître d'ouvrage, on retrouve un conseiller en architecture, souvent une personnalité, et on retrouve alors l'architecte du projet. Et donc, c'est une forme de négociation, de discussion sur ce qui est juste, ce qui l'est peut-être un peu moins, comment on peut faire évoluer le projet de manière constructive. Je crois que l'intérêt du politique, c'est qu'il a une vision parfois globale des enjeux qui se situent parfois à toute petite échelle dans un environnement. Et donc, je suis tout à fait fan de ce type de solution, effectivement. Oui, nous aussi, on a eu des bonnes expériences avec ce type de gestion d'une pratique construction dans des villages. J'ai choisi ce slide qui représente la vallée de la Dender, qui est peut-être équivalente de ce qu'on a vu dans la vallée de la Vesdre, avec la même potentiel d'inondation et plein de villages on peut clairement lire le lien entre la forme de développement urbain et le paysage, la topographie. On voit qu'ils se trouvent juste à côté. Parfois, ils croisent dans la vallée et c'est là qu'il y a plein de problèmes, aussi avec les petits ruisseaux à côté. Et pour nous, on a travaillé sur ce territoire pour trouver des solutions qui sont parallèles à la master plan qui se déroule maintenant pour la vallée de la Vesdre. Et ça montre que dans ce type de territoire, il y a des enjeux, mais aussi des opportunités de résoudre certains problèmes qui sont assez pressants, climatologiques, de biodiversité. Donc, il faut parler de la vie sociale, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, ça, c'est une première réflexion. On ne peut pas voir les lignes, je vois, mais il y a une étude qui a été faite il y a 5 ans par notre collègue de Maat Antwerpen et le département Flandre de la territoire, département d'omgeving. Et ils ont parlé donc, on a dans l'idée d'un village cette notion d'autonomie. C'est un village on habite là, on travaille là, on a son boulot, la frugalité, peut-être sa vie sociale, peut-être on se marie entre eux, peut-être avec le village tout proche. Et ça vient avec un territoire productif qui supporte ce vie autonome. Il faut dire que peut-être dans la Belgique, il faut aller très très loin, plusieurs siècles pour trouver ce type d'autonomie, parce qu'on est connu d'être plutôt un territoire très hybride. Et la première prof féminin à notre université, l'université de Louvain, avant qu'ils ont coupé ça en deux, c'est Marguerite Lefebvre, et c'est elle qui a écrit aussi sur ce territoire dans les années 20 et les années 60 que c'est tellement difficile à faire la différence entre l'urbanité et la ruralité. Et cette étude de Maat, peut-être non, une avant, je m'excuse, parle de la vie, le village connecté dans un réseau. Et donc l'idée, et c'est ça ce que je crois que vous dites aussi, peut-être les villages peuvent se soutenir l'un à l'autre avec certains services, mais pas tous. Donc pas l'autonomie, mais peut-être le support. Et donc un territoire ou un réseau de villages, c'est un concept assez fort. Et dans la vallée de la Geet, qui est une autre vallée qui est juste à côté, qui traverse la frontière langage.
là aussi, on a travaillé sur différents villages et on a fait beaucoup de recherches par le projet pour montrer comment, dans l'espace public, dans le paysage, dans la patrimoine et dans la programmation de certains services, on peut aussi créer du bottom-up, du sol, certaines interventions qui peut-être se présentent comme un réseau de transformation. Et ça, c'est une carte qui sort de cette œuvre, oui. Et là, c'est légère, donc on ne peut pas le voir. Aglaé, donc toi, tu as fait une étude sur le Benelux. Et est-ce que tu retrouves un peu ces dynamiques, justement, de villages qui interagissent pour trouver des complémentarités ou la recherche était autre ? Non, en fait, ce n'est pas sur l'interaction, mais c'est sur la façon dont on regarde. Alors, je suis d'accord avec Ward que peut-être qu'il ne faut pas non plus idéaliser. Hein. Je pense que tout n'est pas beau dans la ruralité. Et personnellement, donc, dans mon petit village de Wibrin, donc, où ma maman aussi a une maison, maintenant j'habite à un quart de mon temps, mais j'ai aussi habité plein temps. Et j'ai découvert aussi que c'est vraiment pas facile. Par exemple, au niveau de la mobilité, des mamans doivent travailler à mi-temps simplement parce qu'elles doivent tout le temps transporter les enfants au club de foot, à l'école, et puis il y a les rendez-vous médicaux, et puis il y a les parents plus âgés qu'il faut aussi transporter. Donc, en fait, il y a aussi des grandes inégalités, et elles sont assez flagrantes parce qu'on a à la fois des secondes résidences, ou des gens qui ont pas mal d'argent, ou des sociétés, et puis des gens aussi qui sont incessamment occupés finalement dans leur journée à effectuer des trajets pour avoir un peu un salaire de base aussi. Et donc, je pense que c'est vraiment... on doit regarder la ruralité, et je pense que c'est ça que tu dis aussi un peu, Ward, si je comprends dans tes projets, tu dis, parfois on projette des modèles urbains sur ce qui se passe en ruralité, on fait une jolie place de village, on fait une rue, parce que dans l'urbanité ça fonctionne bien, parce qu'on a une certaine intensité, mais peut-être il faut regarder ça un peu différemment. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu faire en fait dans l'étude. Et l'étude en question, elle concerne donc la mobilité rurale, et elle comparait 3 différents points. Gros Lot aux Pays-Bas, Bastogne en Belgique et Clairvaux au Luxembourg. Et puis la slide suivante, c'est simplement, on voit les textures, mais je pense qu'on ne va pas très très bien les voir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la suivante, mais elle ne va pas non plus être très lisible, vous n'allez pas voir de différence. Mais en fait, c'est intéressant que l'écart d'en haut montre le réseau de bus. Ça a été aussi mentionné dans le film. En fait, quand on regarde les cartes d'en haut, si elles étaient un tout petit peu plus lisibles, c'est en bleu, et on voit que les trois endroits dans le Benelux sont vraiment bien couverts, parce que ça montre les lignes de bus. Et en fait, ça, c'est tout à fait un instrument qu'on va employer en ville. On va dessiner les lignes de bus et on va regarder que toute la ville est couverte par ces lignes de bus. Et puis, en fait, le deuxième set de 3 cartes montre la fréquence de ces bus. Et alors, normalement, vous verriez qu'en fait, là, pour Bastogne, par exemple, il y a presque plus de lignes. Donc, ça veut dire, oui, on couvre tout, mais on couvre tout 1 fois ou 2 fois par jour. Et sans blaguer, si je dois aller donc de Cours-Saint-Étienne à Wibrin et que je pars un peu tard, donc vers 10h du matin, eh bien, je dois dormir à l'hôtel si j'y vais en transport en commun. Hein. C'est quand même... ça montre de nouveau une sorte de... Ce trou qu'on a vu dans la carte de France, c'est la même chose finalement. Et donc, ça montre, je pense, qu'il faut utiliser des instruments un peu différents pour planifier. On peut pas développer un réseau qui couvre tout comme en ville, puisqu'on n'a pas la fréquence qui va avec. Et c'est la prochaine image, c'est le petit village de Trofaillac. C'est encore une fois en Autriche. C'est pas que tout est rose en Autriche, loin de là, mais c'est tous des exemples qui viennent de cette plateforme que tu as mentionnée, Landluft. C'est vraiment aller à la recherche des bons exemples pour inspirer les autres petits villages. Et là, contrairement aux autres, ils n'ont pas un Beirat, parce que moi, je ne suis pas vraiment fan des Beirats, je dois l'avouer, parce que c'est un club d'architectes entre eux, soyons honnêtes. Et je pense, alors que oui, l'architecture est certainement
quelque chose à améliorer, à supporter dans les villages. C'est malheureusement pas la seule question. Et dans ce petit village de Trofaillac, qui est extrêmement dynamique, ils ont ce qu'ils appellent un Kummerer. Et à mon avis, c'est un peu votre cousin, parce que c'est quelqu'un. Kummerer, ça veut dire quelqu'un qui prend soin. Et donc, c'est vraiment une personne qui est autonome, qui est quand même payée par la commune, mais qui a beaucoup d'autonomie et qui prend soin de tous les problèmes. Et c'est-à-dire, quand elle voit des maisons vides, par exemple, elle essaye de trouver, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme personne qui a un petit atelier dans cette maison vide, hein. C'est vraiment donc une personne qui prend soin du village profondément. Il s'appelle Monsieur Bieber dans ce cas. Et Trofaillac qui est très dynamique, donc ils se sont rendus compte exactement de ça, de cette espèce de injustice de la mobilité, que les personnes qui ne savent pas conduire, donc les adolescents, mais aussi les personnes plus âgées, avaient vraiment des problèmes de mobilité et n'avaient pas accès à un certain nombre d'infrastructures. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de drastiquement changer la façon dont ils organisaient le transport public, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de bus qui couvrent tout le village. Ils ont un ramassage scolaire, mais leur réseau de bus, ils ont décidé de rentrer en négociation, alors quand même, hein, avec la compagnie des bus et dire, voilà, on ne veut plus votre bus qui fait toutes les étapes, mais deux fois par jour. Et on veut, par contre, une navette directe, toutes les 20 minutes, avec la plus grosse ville qui s'appelle Leoben. Et donc, ils ont installé cette borne, et en fait, ça, c'est la borne où on prend la navette directe. Et ils ont dit, tout le reste, on peut arrêter. Et donc, en fait, ça correspond quand même relativement bien. Ils avaient extrêmement bien observé la demande et ils ont donc adapté finalement l'offre de transport public à la demande qui leur convenait et ça fonctionne assez bien. La slide suivante, c'est pour revenir donc à Grollo, c'est le gros village en fait aux Pays-Bas. Ça c'est les bulles que vous voyez. En fait, la petite bulle au centre, c'est Grollo. Et puis les autres bulles, c'est les villages autour. Donc de nouveau, c'est comme Moire l'a dit, comme je l'ai montré en réseau, comme vous dites, c'est la mise en réseau de différents petits villages. Et en fait, la grosse bulle, elle représente la fréquence à laquelle on va à ce village. Et c'est là où se situe le dentiste, dans le village à côté, en fait. Et les cercles représentent la distance. Donc vous voyez à peu près où se situe le dentiste par rapport à Grollo. Alors, quand on y va en voiture, c'est le diagramme suivant. Tous les petits villages, évidemment, sont très proches. Mais le dentiste, on n'y va pas nécessairement en voiture, puisqu'on est peut-être adolescent, spécialement dans l'adolescence. Vous savez, on a les appareils, on doit aller souvent chez le dentiste. Et évidemment, donc, ça demande que maman fasse le taxi ou que... je ne sais pas qui fait le taxi, peut-être les grands-parents. Mais en tout cas, on voit, et il y a un très bel ouvrage qui est malheureusement en anglais, mais enfin, c'est de Mimi Scheller sur la justice de la mobilité, qui explique aussi pourquoi on a beaucoup dans la ruralité un précariat des femmes, parce que souvent, elles sont tellement occupées avec des choses si simples que transporter tout le monde, qu'elles doivent prendre donc des professions à mi-temps, et donc elles sont dans des positions plus fragiles et qu'elles sont moins autonomes aussi financièrement. Et on voit ici donc à Grollo, c'est le diagramme suivant. Ça, en fait, c'est quand on va en bus chez le dentiste. Vous comprenez, donc c'est la relation. La bulle est très loin par rapport à la voiture, donc ça ne fonctionnait pas du tout. Prendre le bus, c'était vraiment un problème pour aller dans ce petit village qui était quand même à côté. Et ce qu'ils ont fait à Grollo, c'est l'image suivante, c'est ce qu'ils ont... Là, c'est un peu soutenu par la ville, mais c'est surtout une initiative citoyenne, en fait. Ils ont fait aussi leur petit hub de mobilité, mais eux, ils ont choisi pas comme à Trofaillac, de faire un objet dans l'espace public, mais vraiment de transformer, en fait, d'utiliser plutôt leur petit magasin local et d'y implanter en fait un système de covoiturage. Et ils ont vraiment bien organisé ça de façon à ce que dans ce petit hub de mobilité, en fait, on a les annonces de qui va où, etc. Et on peut s'y joindre. Donc ici,
Contrairement à Trofaillac, on a un Kummerer qui a été mis en place par la ville. C'est vraiment plutôt une initiative citoyenne, mais de nouveau qui essaye d'organiser une mobilité différente. Et c'est les Pays-Bas, donc ce hub est joignable aussi évidemment à vélo. Voilà. Et ils organisent un covoiturage qui est assez efficace pour faire que finalement ces villages aux alentours soient aussi joignables, mais pas nécessairement toujours par les mêmes personnes. Et tu as parlé des 2 projets, et à Bastogne, qu'est-ce qui se passe? Oui, à Bastogne, alors on a proposé, parce qu'il y a un Ravel, on a parlé du Ravel, hein. Il y a à Bastogne, c'était la proposition, c'était d'activer le Ravel, mais pas seulement pour des buts touristiques, mais aussi pour desservir les écoles et en faire véritablement un outil de mobilité. Mais alors vélo, Oui, Ravel, oui, uniquement. à vélo. Est-ce que, Ward, c'est des exemples que tu as entendus là, que tu connais aussi côté flamand ou... Je suis très contente de les entendre parce que je connais quelques, mais pas beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord que peut-être il ne faut pas utiliser, et c'est la même projection urbaine qui est faite dans ce truc qui est assez vert, poisonous, on dit. Enfin. Donc c'est très fort et peut-être c'est un peu étrange d'avoir ça comme Mobility Hub. Et on a aussi parlé avec certains villages à Nijlen où on a dit peut-être d'avoir un groupe WhatsApp dans le village pour partager des opportunités pour aller la covoiturage, comme vous dites. Ça peut être super clair. Et peut-être aussi un liftpaal, on dit en Flandre. C'est une... Tu veux le traduire C'est du un covoiturage, liftpaal où on fait comme ça. Ouais. C'est un panneau qui est dans le village covoiturage, et c'est le point où tout le monde sait quand il y a quelqu'un là qui attend, ben, on arrête et on demande il faut aller où. Et donc ce sont des petits comportements qui dans certains réseaux sociaux peuvent changer beaucoup. C'est pas la solution pour tous. À la fin, il y a aussi un pouvoir public qui doit régler certaines choses. Mais pour complémenter ça, je crois que ça peut être une excellente solution. Donc, on a vu ça un peu en Flandre, mais c'est assez rare. Ouais. Norbert, par rapport au nouveau SDT, la question, où justement, là, c'est quand même beaucoup plus une planification. Cette question-là, comment elle est abordée? Oui, peut-être pour compléter, on retrouve ce type de démarche également en Wallonie, mais qui a vraiment beaucoup de difficultés à démarrer. Donc ça reste très ponctuel. J'ai envie de revenir sur le Vorarlberg. Tu as parlé de Landluft, mais aussi les Landbus. Donc les bus ruraux qui ont une densité vraiment impressionnante, qui existe maintenant, à ma connaissance, depuis au moins 12 à 15 ans, et qui sont toujours avec la même fréquence. J'ai eu l'occasion de le voir et de le vérifier dernièrement. Et ce ne sont pas des bus qui sont vides. Ils sont réellement utilisés. On voit aux arrêts qu'il y a vraiment un public pour les utiliser, avec un réseau très dense et une densité en termes d'horaire qui est vraiment importante aussi. Et donc oui, par rapport vraiment à la question du transport, est-ce que le SDT apporte un petit peu des réponses qui sont peut-être moins de la planification, mais comme on le dit maintenant, de la prise en compte citoyenne, Oui, de la discussion. un tout petit peu. C'est-à-dire que là, on va l'évoquer tout à l'heure, mais le schéma de développement territorial vise à recréer des centralités de pôles urbains ou des centralités villageoises. D'une part pour économiser les terres arables, mais surtout pour éviter de l'artificialisation, et d'autre part essayer de diminuer l'impact d'une mobilité orientée sur la voiture. Okay. Mais ce ne sera pas suffisant pour moi. Selon moi, non. Et tu veux nous expliquer après ce qu'il faudrait faire? Ou tu veux je n'ai pas vraiment de solution. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la mobilité, mais je vois la manière dont... tu as peut-être l'impression que je donne une image très positive du monde rural, mais au niveau de la mobilité, je crois que la plupart des personnes, s'ils ont 200 mètres à faire, vont prendre leur voiture.
Et donc ça, c'est encore un vrai problème. Donc c'est des changements de mentalité sur du très très long terme. Ben, j'habite à Bruxelles et aussi là, avec le protest sur le Good Move, on a vécu les mêmes réactions. Il y a une étude qu'on vient de finir, aussi commandée par le gouvernement flamand, dans leur Labo Ruimte, Labo Espace, où ils ont regardé est-ce qu'on peut utiliser ou réutiliser le chemin de fer, donc le réseau ferroviaire, pour repenser notre territoire dans une longue terme. Donc, et donc nous, on a regardé sur une ligne entre Gand et Anvers qui traverse certaines villes de Sint-Niklaas et Lokeren, mais certainement plein de petites gares villageoises. Et la projection, souvent, et ça c'est un peu la vue dominante en Flandre, il faut créer des nœuds urbaines à côté des gares et ça va résoudre tous nos problèmes. Peut-être, mais ça produit certainement des quartiers, gares qui sont horribles, que j'aime pas, ni comme architecte et certainement pas comme humaine, comme personne, parce que une image est très affreuse. Et aussi, ça peut repeler certaines municipalités pour joindre ce grand enjeu, comment changer notre comportement de transport. Et nous, on a fait dans cette étude cette hypothèse, est-ce qu'on peut utiliser ce type de gare dans ce territoire réseau de villages ou de Dorpenstad comme des nœuds de services, mais quand même projeter cette nouvelle volume de logement dans les villages en faisant certaines transformations beaucoup plus fines et travailler sur le lien entre ce type de gare et parmi le paysage vers ce centre villageoise. Et ça changeait tellement le discours. Ça veut dire qu'on va mettre l'école et l'hôpital sur la gare, avec aucune minute de plus de pause de transport. On prend le train, on arrive presque dans le lobby d'un hôpital régional. C'est quelque chose qu'on peut presque pas s'imaginer. Mais ça peut changer totalement le comportement. Et à l'époque, on avait ce système de buurtspoorwegen. Ça existait aussi en Wallonie parce que j'ai vu la carte qu'on avait un réseau de petits chemins de fer avec des trams qui étaient partout. Et c'était un système formidable. Et dans les années 60, on a tous décidé qu'on n'avait plus besoin, on va utiliser autre chose. Et maintenant, on ne peut jamais le réactiver. Et là, si on connaît ce type de lien, on les voit dans la manière que tout se développait. Et peut-être il y a d'autres omnibus ou de petites shuttles que vous parlez qui peuvent transformer ce type d'enjeu. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait du bus postal, c'est très intéressant parce que ça existe encore en Autriche. C'est un bus en fait qui transporte les colis, où on peut aussi transporter les passagers. Et je pense que ça, c'est quelque chose parce qu'on voit quand même aussi beaucoup, pour le moment dans la ruralité, les petites camionnettes qui viennent faire des livraisons. Et je pense que pour le moment, on sépare encore très fort les deux, mais il pourrait y avoir des combinaisons en fait de livraison avec aussi des passagers. Et ça existe, il y a des exemples. Ce seraient des petits omnibus. Parce que donc, DHL avec Stib, c'est ça. Voilà. Ok, merci pour ces idées. Je pense qu'il est temps qu'on attaque la troisième question, qui est plus architecturale, je dirais, qui serait de comment en fait augmenter la qualité des modes de vie et puis les cadres de vie ruraux, et tout en enrichissant la culture du bâti. Norbert, j'ai envie de te donner d'abord la parole. Donc, en fait, tu m'avais parlé aussi d'un chapitre développement du Rhin, donc je l'avais mis un peu en relation, mais ça touche effectivement la question aussi de la culture du bâti. J'ai envie de relater deux expériences qui me sont proches. D'une part, commencer par parler d'un projet que ma fille, qui est architecte, a dessiné, donc qui est une maison dans le village de Haufray,
qu'elle a combiné avec 2 chambres d'hôtes. Alors, ce qui est où a été sa réflexion et où je trouve, sa réflexion a été vraiment intéressante, c'est de dire est-ce que je peux me passer, notamment au niveau de l'enveloppe extérieure, est-ce que je peux me passer d'isolant. L'isolant, je ne sais pas très bien comment il va vieillir dans le temps. Donc, je vais utiliser des blocs de terre cuite de 50 cm d'épaisseur qui me permettront de revenir à une valeur U vraiment intéressante. On est pratiquement à un niveau passif. Alors, le gros problème avec ce type de technique, c'est que c'est une technique qui est relativement gourmande en énergie grise, donc qui nécessite de la cuisson. Donc, on peut compenser ça par la durée de vie du bâtiment. Donc, elle l'a imaginé, et c'est ce qu'on estime au niveau des fabricants, mais aussi au niveau des scientifiques, c'est 150 ans, c'est la durée de vie. Donc ça sous-entend des évolutions du bâti. On ne sait pas très bien ce qu'il va pouvoir être dans 150 ans. Donc vous voyez sur la photo de gauche l'enveloppe depuis l'intérieur, donc qui est réalisée, l'enveloppe extérieure qui est réalisée en bloc de terre cuite. Mais à ce stade du chantier, le cloisonnement n'était pas réalisé. Donc tout le cloisonnement était réalisé en ossature bois, facilement démontable et qui permet alors à ce moment-là une évolution du bâti sur 150 ans sans entamer des travaux très conséquents. Et donc la même chose pour les 2 chambres d'hôtes qui peuvent devenir un petit appartement en duplex, qui peut devenir des bureaux en coworking ou autre. Et donc toute la conception de son bâtiment a été envisagée sur du long terme en termes de flexibilité. Un deuxième projet, donc là où j'étais vraiment partie prenante, c'est une ancienne ferme à Robertville, on est toujours tout près de Botrange, et où j'ai travaillé moi-même en autoconstruction avec l'intervention de quelques entrepreneurs en termes d'échange de savoir-faire. C'est une ferme qui est dans la famille depuis 1884, donc, qui a été achetée par mon arrière-grand-mère, qui avait 60 ans à l'époque et qui était veuve, voilà, qu'il a acheté à mon avis pour son fils. Donc, il y a 4 ans d'ici, il y a un incendie et donc il faut rénover. On referme tout, je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai un guide à terminer, Thomas. Et donc, je réattaque et j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans ce bâtiment avec 3 objectifs. Le premier, c'est que le bâtiment consomme le moins possible à l'usage. Donc, en final, on arrivera à un PEB A+. Qu'on consomme le moins d'énergie grise possible. Donc l'énergie grise, c'est l'énergie qu'on utilise pour fabriquer un matériau dans tout son cycle de vie, et en même temps d'utiliser des produits sains. Donc éviter tout ce qui est composés organovolatiles, tout ce qui est colle, etc. Premier élément, bon, on est déjà à un stade avancé du chantier, mais je reviens à mon cousin toujours, le cumeur. Et qui a sa carrière, et je lui dis mais tiens, voilà, j'ai une cuisine, j'ai un hall, je ne peux pas utiliser du carrelage, je trouve qu'il y a de la cuisson, je ne suis pas sûr du tout de l'origine, on me dit que ça vient d'Italie ou d'Espagne, mais est-ce que ça ne vient pas de Chine? Donc avec la pierre de ta carrière, est-ce qu'on peut imaginer scier cette pierre? Il dit on n'a jamais essayé, je dis on va essayer. Et donc on a fait rescier tous les carrelages en 40-40. Donc ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est la dalle telle qu'elle sort de la carrière, qui est brute. Donc elle a un aspect qui est extrêmement difficile à entretenir. Je ne voulais pas trop embêter la locataire, donc on a fait une finition sciée, et puis on a réussi à faire le plan de travail de la cuisine dans la même pierre, donc de cette carrière, qui est à 15 km en fait du chantier. Donc ça m'intéressait de pouvoir utiliser vraiment des ressources locales. Tu peux passer là. Et la photo suivante montre simplement qu'on a pu également utiliser l'argile de cette même carrière. Donc l'argile, c'est vraiment, on a en couche supérieure, donc on a le sol naturel, on a là le sol rocheux, le rocher qu'on va utiliser pour extraire la pierre, et entre deux, on a une couche de terre, mais qui est en même temps ici du poudingue, qui est une espèce de béton naturel, qu'on a pu utiliser avec un mélange d'argile et de paille pour faire les couches de base. Toujours 15 km. La couche de finition a été faite avec un argile, une autre carrière proche, qui est à 20 km. OK. Et là, le bois, donc j'ai essayé de recycler
Donc, le plancher du Ré avait résisté à l'incendie. Il était couvert de balatomes, de couches d'égaline, de couches de peinture brune, de tapis, enfin voilà. Et donc, j'ai démonté les planches une par une. Je les ai renettoyées. Ça m'a pris 10 jours. Pour finir, au départ, enfin, je trouvais que la matière était en plus vraiment intéressante. Avoir les cernes de croissance qui étaient vraiment extrêmement serrées. Pour moi, c'est un bois qui venait vraiment des Hauts-de-Fagne, à une époque où le climat est encore rude. Donc, à mon avis, ces planches avaient 100, 150 ans en mélèze. Et donc, quand je les ai assemblées, c'était vraiment pas terrible. Donc, j'ai essayé de recycler une partie pour faire l'escalier. Le bois était suffisamment dur pour se permettre un escalier. Les autres seront recyclés dans une deuxième phase. Donc, j'ai dû retrouver un autre plancher pour pallier. J'étais voir mon fournisseur, un Butchenbach, enfin un Bulange, et qui m'a dit, mais j'ai encore du bois qui vient d'une de mes forêts. Je l'ai coupé avec la lune, c'est de l'épicéa. J'ai un petit bois en face de chez moi. Ça t'intéresse? Je dis, ça marche. Et donc, en fait, on a pu réutiliser là aussi un bois qui est considéré comme un bois de charpente brut et peu fiable pour faire un plancher et qui avait toutes les qualités de dureté, de planéité et qui était impeccable. Donc voilà. Donc tout ça, ça venait aussi je continue toujours sur ce lien avec les handwerkers. Donc je l'ai placé moi-même avec l'aide de ma fille, mais le fournisseur est aussi quelqu'un de profondément impliqué dans les circuits courts, c'est quelqu'un d'extrêmement engagé dans la manière de travailler le bois. Il y en a encore, hein. Ah oui, j'avais encore une petite chose à dire, oui. Oui, Donc oui. là, on touche aussi, effectivement, pour moi, une chose qui est vraiment importante, donc c'est faire avec ce qui est là. Ce sont deux grandes images. Donc il y a dans la première image à gauche un fond bleu clair. Alors, bon, on pourrait dire, ben oui, il a choisi du bleu pour colorer son petit mur. Non, c'est en fait, c'est à hauteur de la cage d'escalier. Et quand on a démonté l'escalier entre le Ré et le premier, on est tombé sur le petit carré bleu que vous voyez à côté de cette première photo, qui est un morceau d'enduit. Il y avait un enduit d'argile sur lequel on a refait un enduit de chaux qui avait cette couleur et qui était une espèce de frise, qui était caché derrière le limon de l'escalier. Donc c'est pour moi un morceau d'enduit qui devait avoir 200 ans, donc que j'ai préservé soigneusement. Et j'ai pu retrouver avec mon fournisseur de produits éco, bio, etc. On a pu reconstituer une peinture à la chaux qui a exactement la même teinte. Et donc pour moi, c'est réévoquer le passé de ce bâtiment. Les autres photos, vous voyez la brique là. Et puis, on ne le voit peut-être pas très bien. Non. Dans le mur du fond, ce mur triangulaire, en fait, selon moi, on est entre le corps de logis et le fenil. Et au départ, il devait y avoir un colombage. Ce colombage devait être en mauvais état et a été remplacé par une brique, probablement par mon arrière-grand-père, qui s'est dit, tiens, il y a une briqueterie qui est dans une petite gare, à côté d'une petite gare, à Zorbrood, qui était un lieu vraiment important, qui est devenu un lieu stratégique d'un point de vue militaire, mais il y avait une petite briqueterie et il est allé chercher alors tous les rebuts, pour moi tous les rebuts, et il les a maçonnés lui-même. C'était vraiment pas terrible en termes de maçonnerie. Sorry, mon arrière-grand-père. Et puis on voit aussi la couche supérieure qui permet de revoir la manière dont le bâtiment était étendu et rehaussé. Donc en fait, au départ, il y avait à peu près 55 mètres carrés pour cette ferme, et il vivait à 9 là-dedans. Et donc c'est les deux niveaux de plancher, pour arriver finalement à 80 après l'extension et la rehausse. Donc c'est de la frugalité, mais qui n'est pas choisie, qui est obligatoire. Donc pour moi, ça c'est important pour évoquer ce qu'on pourrait parler d'une sorte de culture du bâti, qui était vraiment ancrée dans ce bâtiment. Et pour moi, c'était une préoccupation tout au long de ce chantier qui a duré 1 an et demi, de pouvoir être attentif à tous les points qui pouvaient être continués. Parfois, je me disais, tiens, j'évoquais mon arrière-grand-père, je me disais, tiens, ce qui serait OK avec ce que je suis en train de faire là.
Donc je crois qu'il ne serait pas trop dépaysé parce que je n'ai utilisé que des matériaux bio et géosourcés. Mais donc ça, c'est un témoignage très ponctuel et très. On peut pas avoir cette démarche pour tous les projets qui sont là, mais qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour justement que ce ne soit pas des one-shots ici et là, mais pour convaincre pour cette démarche les autres et les entrepreneurs et surtout ceux qui veulent faire de l'argent sur ces constructions-là. Oui. Ben, je crois qu'il faut commencer par en parler. Alors voilà, c'est la première fois que j'en parle. Mais j'espère en parler ailleurs aussi. J'ai aussi eu des entrepreneurs qui deviennent des ambassadeurs par rapport à ce que j'ai fait, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger énormément. Alors c'est toujours de la petite échelle. Évidemment, c'est une discussion qu'on a eue à Auton, notamment avec Marc Verdier, où on a envie d'arriver à ce que ce soit une massification. Mais on est en train de créer aussi là un réseau avec notamment des fabricants. Je pense à Isoemp qui est venu dans la région, qui a permis donc c'est du chaux chanvre, et donc qui a eu l'occasion de pouvoir parler d'un projet également la semaine dernière. J'ai un fournisseur qui est un ancien éco-bâti, mais qui est aussi quelque part un ambassadeur de ce type de matériaux. Et on essaie de convaincre déjà les architectes de simplement s'engager dans cette voie. C'est pas évident. La médiation. Mais je pense qu'il y avait encore d'autres images que tu avais mises qui étaient plus... D'accord, oui. Ok. J'enchaîne avec... c'est un sujet qui, pour moi, va être un des enjeux du futur. Donc, toute cette culture du bâti sur la manière dont on va améliorer les modes de vie, c'est pour moi lié à ces objectifs que nous donne l'Europe, le zéro artificialisation net, qu'on va devoir rechercher. Et donc ça, c'est un enjeu qui est pour moi incroyablement intéressant. J'ai envie de reprendre simplement la phrase de Simon Tessou: ménager, et pas aménager, ménager le territoire pour le rendre désirable pour ceux qui l'habitent. C'est une phrase qu'il évoquait à Arlon. Aussi une phrase de Marc Verdier, réinitialiser le bon sens. Donc ça me semble des fondamentaux. Tu peux passer à la dia suivante. C'est l'occasion aussi pour moi d'évoquer une autre oratrice d'Arlon, Sabine Meniken, qui travaille dans la Wirtschaftsförderungsgesellschaft à Eupen et réalise des programmes communaux de développement rural. Et dans le cadre d'un travail sur Bulange, elle a étudié le village de Manderfeld. Alors Aglaé évoquait tout à l'heure le donut. Donc ce que Sabine Meniken a voulu faire à partir de l'analyse de ce village, c'est de voir comment il était vécu. Donc les couleurs, je ne sais pas si on les voit bien, pas très bien, mais on retrouve le gris, en gros, sur la ligne latérale, et sur l'autre ligne latérale, un tout petit peu dans le village. Tout ce qui est rouge, jaune, orange, vert, ce sont soit des bâtiments occupés par des personnes qui ont plus de 70 ans, soit des bâtiments entièrement vides, soit partiellement vides, soit des annexes agricoles réutilisables, vides également. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement c'est la périphérie qui est habitée et le cœur du village est en train de se vider. Donc on a réellement un effet donut qui est extrêmement dangereux parce que c'est là que se passe pour moi la vie, mais aussi le sentiment d'appartenance à une communauté, à une collectivité. Voilà. Alors, tu peux passer à la dia suivante, oui, merci. Donc ça, c'est l'outil dont la région dispose, c'est le schéma de développement territorial pour essayer de mettre en place ce zéro artificialisation net. À gauche, vous voyez ce que, pour la commune de Malmedy, le schéma de développement territorial disait. En fait, juste une sorte de point rouge qui est la centralité urbaine de Pôle. On a un autre village, la commune voisine, c'est Wem, et là, c'est une centralité villageoise. C'est comme un village qui fait à peu près 2000 habitants. Et puis, à droite, c'est le travail qui a été fait dans le cadre du schéma de développement communal. Donc, quelque part,
on a le droit de contredire le schéma de développement territorial au niveau communal en le retravaillant. Donc c'est une co-construction, c'est le stade actuel qui est un stade avant-projet, mais qui a été co-construit avec la population via des questionnaires en ligne, via des rassemblements, des débats relativement réguliers, et qui a permis alors de pouvoir retrouver aussi des centralités villageoises. Donc il y en aura 3 sur le territoire de la commune de Malmedy. Il y a 2 villages au sud et au Fray, où on retrouve un quart villageois où on pourra redévelopper de manière un peu plus dense l'habitat. Toutes les zones filantes, la densité sera limitée, ou en tout cas l'extension sera limitée à 5 logements par an sur des zones relativement étendues. Donc ça voudrait dire une sorte d'extension très faible au profit des centralités existantes qui bénéficient d'infrastructures publiques, etc. Et là, tu peux passer là. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on peut redensifier? C'est utiliser déjà le patrimoine bâti, les bâtiments agricoles. J'ai envie là aussi de reciter Dominique Gauzin-Muller qui est venu faire une conférence dernièrement à la faculté d'architecture à Liège. Ne pas démolir ce que nous n'aurions pas pu reconstruire avec la même qualité. Et donc on a là un patrimoine, tu en as parlé aussi tout à l'heure Bénédicte, un patrimoine de qualité qu'on a vraiment et qui permet un sacré potentiel. Je vous parlais de cette ferme dont j'ai hérité. Si je fais la surface, le calcul des surfaces potentiellement utilisables, c'est 750 mètres carrés. Donc c'est une ferme qui fait 10 par 30. La part du corps de logis était minime. Tout le reste était des étables, des granges, mais sur des hauteurs relativement importantes. Donc c'est quand même un sacré potentiel. En tout cas, au minimum 3 logements, 4 logements, c'est tout à fait possible, sachant qu'il y a d'autres locaux en lien avec la ruralité aussi peut-être. Alors tu peux passer à la photo suivante. Il y a aussi pour moi un enjeu qui se double, qui double quelque part cette densification. C'est malgré tout aussi la manière dont on va revoir le patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est presque le patrimoine foncier. Il n'y a pas nécessairement de qualité. Des années 70, 60, 70, 80, où tout a décliné en termes de qualité architecturale. Alors ici à gauche, vous avez une sorte de chalet scandinave. On est au Vifa. Donc là aussi, un climat relativement rude. On est vraiment sur la même ligne qu'au Fray. C'est un chalet scandinave, donc pas d'isolation et une étanchéité à l'air extrêmement défaillante. C'est des chalets de rondins. Et alors un bureau d'architecture l'a transformé à droite pour le rénover énergétiquement. Et je trouve que finalement, l'impact est quand même un peu plus intéressant et s'inscrit plus dans une logique d'architecture, je dirais, proche des Hauts-de-Fagne. Alors, je voudrais rassurer Ward, tout n'est pas drôle et tout n'est pas rose non plus dans les villages. Donc on a grosso modo 1260 habitants et on a 1100 lits touristiques. Donc on est pratiquement à 50-50. Alors tout n'est pas négatif avec les gîtes. Quand ils restent dans une taille raisonnable, ils sont un apport vraiment intéressant pour l'économie locale. Mais notamment pour la boulangerie du village, pour l'épicerie du village, pour la petite brasserie du village. Et je crois que c'est quand même malgré tout des lieux d'échange intéressants. Mais malgré tout, ça pose des problèmes aussi pour les jeunes qui veulent investir dans un logement. Le fait de transformer ces logements en gîtes diminue le nombre de logements disponibles. Créer des nuisances quand c'est des gîtes qui font 40 à 50 personnes. Quoi. Donc, la région wallonne a enfin changé les choses. Quand vous transformiez un logement en gîte, il ne fallait pas de permis. Si vous transformez un gîte en logement, il fallait un permis. Allez comprendre. Et donc là, maintenant, c'est le cas. On doit introduire un permis si on veut transformer son logement en gîte. Je peux vous dire que je suis président de la CCATM à Malmedy. On a tous les permis qui défilent. C'est assez impressionnant et c'est un peu effrayant. Mais la commune de Malmedy a décidé d'accorder ces permis quand elle les accorde. Ce n'est pas d'office le cas. Elle les accorde pour 10 ans. Et donc, ça nous permet de vérifier, de contrôler la situation sur le long terme et de voir si à un moment il ne faut pas arrêter
interdire certaines tailles de gîtes, ça ce sera systématiquement le cas. Voilà. Mais c'est aussi un potentiel. Donc voilà, il y a eu des extensions dans ces gîtes qui font 40 à 50 personnes et qui permettront aussi de pouvoir en faire 3 à 4 logements par la suite quand ils n'auront pas eu le renouvellement de leur permis. Et puis, C'est je vraiment crois- intéressant parce que lors de la première rencontre, la question du gîte et de tout ce foncier qui est en fait enlevé aux habitants Tout à originels fait, oui. est vraiment une grande question, surtout qu'on n'arrive pas à savoir effectivement quel est le nombre de gîtes et puis de quelle manière contrecarrer en fait cette transformation Oui. en gîte, quoi. Oui, et là, les permis vont être un des moyens. Alors, la commune hésite à définir des quotas par village. Il y a des villages où il y en a très peu, d'autres où il y en a plus. Bon, ben ici, on est vraiment directement en bordure des Hautes-Fagnes, donc c'est un lieu privilégié. Mais il ne faut pas que ça pénalise non plus les jeunes ou les personnes qui voudraient venir de l'extérieur y vivre, parce que c'est aussi une autre manière de faire vivre le village. Voilà. Par rapport à SDT, je crois qu'il y avait une dernière Oui. slide. Oui, voilà. Je me suis amusé, j'ai juste travaillé une demi-heure pour essayer de faire ça. Je me suis dit, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait densifier le cœur du village de Haufray? Donc on est dans la partie qui est proche du noyau, je dirais, culturel et collectif. Vous voyez à l'extrême gauche le home, l'église, l'école, l'ancien couvent au centre, et puis quelques entreprises en bleu foncé, des petites entreprises ou des entreprises un peu plus importantes. Et puis en rose et rouge, oui, un jardin collectif près du home, et alors les infrastructures sportives et culturelles tout en haut à droite. J'ai repris en rose et en rouge ce qui serait disponible en termes de terrain et ce qui serait disponible en termes de bâtiments au niveau de la densification. Alors vous voyez l'école, juste au-dessus, il y a un grand bâtiment agricole. Vous pourriez y refaire 2-3 logements sans problème. Le petit carré juste à droite, c'est une maison relativement importante où une personne vit toute seule. Donc on saurait facilement refaire des logements. Alors les zones rouges, enfin oui, sont des terrains disponibles. Alors soit dans des lotissements existants, mais il y en a relativement peu, soit des terrains auxquels personne ne pense parce qu'ils sont plutôt enclavés et permettraient de recréer des réseaux de cheminement assez intéressants, comme ceux qu'évoquait Ward tout à l'heure. Il en existe également dans le village, mais également des terrains en BIMBY, donc Built in My Backyard. Donc on peut imaginer que, au vu de l'évolution du coût du foncier, du coût de construction, on va devoir réduire drastiquement nos prétentions, donc construire plus petit, sur des terrains beaucoup plus petits. Je ne sais pas ce que coûte le terrain en Brabant wallon, mais à mon avis c'est vraiment très cher. Mais ici on tourne vers les 70, 80, 100 euros, mais ce qui représente quand même des coûts énormes, sachant qu'il y a toujours des terrains qui sont à vendre avec des superficies de 2000 m², quoi. C'est pour moi un enjeu qui va être vraiment passionnant pour les architectes, je crois, et pour les maîtres d'ouvrage, passionnant pour les communes également, parce que c'est l'occasion aussi pour moi de revoir les noyaux de villages qui se sont construits, dans ce cas-ci, autour de l'agriculture, avec des fermes très éparses. Et puis de temps en temps, on est venu remettre des petits bâtiments des années 70, 80, souvent moches. Et donc, comment est-ce qu'on peut réactiver tout ce potentiel, tout ce cœur de village pour en faire des cœurs, je n'aime pas le mot dynamique parce que ça ne veut rien dire, mais des cœurs sympas, où on a un sentiment d'appartenance. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ward, pour toutes ces questions de densification, peut-être qu'on peut passer à la suivante, de densification, de valorisation de ce qui est déjà là. Toi, tu as mis au point un toolbox. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, certainement. Je crois que vous avez déjà mentionné ça dans l'introduction, qu'on voit, et ça c'est un peu le cas partout en Flandre, et j'imagine aussi dans certains endroits dans la Wallonie, que cette vague de transformation et la densification très vite, à une vitesse énorme, et aussi détruit certaines qualités qui sont là. Et
c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a plein de gens, soit les habitants, soit la politique, soit les administrations, qui disent on est en train de démolir ce qu'on a de qualité. Certaines qualités ici, dans certains villages, il existe beaucoup plus que chez nous. Et moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai fait plein de consultations dans des comités d'architecture pour revoir des permis pour certaines communes, municipalités. Des chambres de qualité. Chambres de qualité. Et après 9 ans, j'ai dit, peut-être j'ai amélioré 2-3 projets avec quelque chose que je peux montrer. J'ai vu 1 millier de projets que, on a peut-être avancé un tout petit peu, mais pour vraiment avoir un impact, il faut commencer à éduquer ou à train the teacher, donc teach the teacher, et de créer une sorte, une armée peut-être, mais certainement un groupe qui peut assister à exactement ce tâche. Et donc, c'est là que l'idée de créer une sorte de manual, un book guide, un toolbox est née. Et avec l'Université de Louvain, notre pratique plus Office et Arthur, on a créé cette œuvre, oui. Et cette œuvre, il y a des projets, parce qu'on a vu, il y a des projets qui viennent d'être construits qui sont d'excellente qualité. Et parce que si on parle de bonnes architectures, on a un livre d'archi côté Flandre, on a cette fabuleuse inventaire, mais en Flandre, c'est très difficile à entrer dans ce cadre d'être respecté quand ce n'est pas un projet extraordinaire au niveau de programme ou au niveau de budget. Donc, des petites maisons intéressantes, presque jamais ni à Paris. On a dit peut-être il faut célébrer ce qu'on est en train de faire. On a fait un grand appel et dans le livre, il y a plus que 100 projets de différentes qualités qui sont réalisés, mais on utilise ce projet dans des villages pour montrer c'est ça ce qui se passe et c'est ça ce qui a aussi de qualité. Et on a essayé de créer une sorte de langage et c'est là qu'il faut être clair de quel type de langage architectural on utilise et pour avoir ce dialogue qui est tellement important pour créer cette qualité parmi la négociation. Et là, il y a 2 projets, un par Barthahan, pour des logements sociaux qui réinterprètent une archétype architecturale de la ruralité de Barn. Et l'autre, c'est une petite ensemble, c'est aussi un projet patrimoine de petites maisons ouvriers dans la campagne et qui sont agrandies pour avoir 16 logements sociaux, si je me souviens bien, par Happels Verhoeven, architecte d'Hollande. Et dans ce type de projet, on a découvert certaines figures et certaines tactiques qu'on peut utiliser pour parler ce langage comme designer, mais certainement aussi comme habitant et comme administrateur dans ce type de village. Et ce sont, ici c'est dans le livre, mais ça existe aussi comme un jeu de cartes. Et on peut pratiquer ou exercer ce type de dialogue avec différentes personnes. Comment ça se passe alors, par exemple ? Donc, on a fait des workshops, peut-être le slide suivante, comme ça on voit d'autres projets. On crée des workshops avec soit des architectes locaux, des investisseurs qui sont actifs dans une commune, des gens qui travaillent à la commune, des politiciens et aussi des habitants. Donc ça peut être des représentations de la vie sociale d'un village. Et d'abord, on utilise certaines figures et tactiques pour voir sur certains sites qu'est-ce qu'on croit qui est important. Et puis on regarde, après une discussion d'une demi-heure, on regarde aussi des projets proposés qui viennent souvent d'un géomètre. Ça, c'est vraiment le début. On va diviser le parcelle et on va dire, voilà, c'est 3 maisons unifamiliales et c'est tellement d'appartements. Et là, c'est le moment où la valeur du terrain est décidée. Et si c'est mal fait, c'est très difficile à arriver à la qualité après. Donc il faut avoir quelque chose tout au début aussi. Et
on a constaté que ce langage, ça donne une force, ou une sorte une envie pour les jeunes administrateurs, pour trouver les mots, pour expliquer c'est quoi c'est exactement qu'on veut dire, qu'on aime voir dans des projets. Et c'est une méthode d'assister à parler des goûts et des couleurs, mais d'une manière structurée. Et ça preuve être assez facile à utiliser. C'est pas parfaite, pas du tout. Et c'est aussi un langage ouvert qui peut encore évoluer. Et là, on voit qu'est-ce que ça veut dire, cette petite point de rencontre dans cette porte-entrée où là, il y a une maison de 4 appartements qui partagent un petit atrium et un jardin, mais qui s'inscrit parfaitement avec un langage architectural contemporain, mais très très bien dans ce fabrique villageoise. Oui. Et ça, c'est pas mon village. Et ça, c'est comme ça le toolbox est créé et aussi pratiqué. On commence à voir que peut-être il y a aussi certains éléments qui manquent, comme la manière de travailler sur les paysages ou les espaces ouverts. Là, il y a encore du travail à faire. Le livre qu'on a fait est né de cette observation qu'on parle de mauvaise qualité d'appartements construits dans des villages. Donc, ça a un focus sur ça, pas tellement sur les maisons unifamiliales ou la reconversion, le adaptive reuse des structures existantes. Et on parle non plus des écoles, des espaces exceptionnels qui sont super importantes aussi. Donc, il y a encore un grand travail, donc c'est pas fini, mais c'est déjà le début de ce qui se passe, pour adresser de ce qui se passe et aussi de commencer à changer ça. Oui, parce que vous avez fait combien de workshops Donc, moi, j'ai fait une 20e, mais à l'ASBL Arthur, je crois en total, on a 80 workshops faits dans différentes parties de la Flandre. Et peut-être aussi dans la Wallonie, dans le futur, on verra. Peut-être on a besoin d'un autre toolbox qui est aussi, parce que pour moi, c'est un peu basé sur la pattern language de Christophe Alexandre, qui est dans la théorie urbaine assez importante, mais aussi un peu perdue pour certaines raisons. Mais je vois que l'idée de trouver des solutions récurrentes sur des questions qui se présentent à plusieurs endroits, c'est quand même bien de les identifier et les dériver de ce territoire, de cette pratique qui est là. Et pour ça, peut-être, il y a quand même d'autres enjeux. Par exemple, parlant des gîtes, ça peut être un de tactique ou un figure qui manque, qui est tellement nécessaire pour ce type de territoire wallon qu'on a. Donc, peut-être il y a d'abord beaucoup de travail à faire avant de créer un autre toolbox wallon. Une contextualisation par rapport au lieu. Une contextualisation par rapport au lieu, aux enjeux. Certainement. Ouais. En parlant de contextualisation, on va terminer avec toi, Aglaé. Tu vas nous emmener en Autriche. On retourne dans le Vorarlberg. Ça, c'est un exemple que je voulais employer pour vous. C'est le petit village de Göffi. C'est aussi dans le Vorarlberg. On doit penser, moi, Graz, c'est pas du tout à côté. Hein, pour la partie de l'Autriche où j'enseigne, c'est très très loin en fait déjà. Et justement, en fait, ça c'est la deuxième. Je l'emploie parce que ce village a gagné en fait le prix de l'association Landluf comme le meilleur exemple qu'on puisse trouver de bonnes pratiques de comment transformer ce milieu rural. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît, c'est une mission pour répondre à la question que tu as posée, Audrey. C'est une mission que mon institut a reçue du gouvernement du Land de Steiermark. C'est de refondre tout le système de subventions et d'aide du Land vers les communes, en fait. Et jusque-là, en fait, le système était extrêmement basé sur l'architecture, c'est-à-dire qu'une commune voulait changer son école, allait au Land et recevait de l'argent pour son école. Et donc, moi, ma vision, c'est que c'est pas assez de transformer un objet, mais il faut le regarder dans le contexte de sa mobilité, du paysage. Par exemple, je pense que c'est pas assez de dire on densifie, il faut donner aussi quelque chose en contrepartie. Autrement, c'est extrêmement frustrant pour les habitants parce qu'ils ont l'impression
on augmente la masse bâtie, mais la qualité du paysage diminue. Donc je pense qu'il y a une très grande relation entre les objets qu'on fait, le paysage et la mobilité, et dans le cas des infrastructures que tu nommes comme des leviers finalement dans ces communautés. Et donc ça, c'est la vision. En fait, c'est un peu inspiré des contrats de quartier de Bruxelles, c'est un peu amusant, mais avec cette image en tête de Guffey. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, vous comprenez aussi que donc, dans ce diagramme, on voit qu'on a des projets, mais qui se déclinent donc dans ces différentes catégories. C'est très compliqué, évidemment, pour tout ce qui est subsides et mouvement d'argent, parce que normalement, on travaille vraiment en silo, hein, le vert, le service pour les choses paysagistes ou les subsides pour les logements. Il y a des autres subsides pour les infrastructures publiques, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à refondre, mais moi j'ai toujours en tête cette image de Guffey et je voudrais la partager avec vous comme l'exemple qu'il faut atteindre. Alors, on peut prendre la suivante. En fait, donc, à Guffey, on a exactement, pour la mobilité, la même solution qu'on a déjà vue. C'est une ligne donc, de bus qui est très intense avec la ville de Feldkirch, qui est la plus proche petite ville, et donc avec un petit hub de mobilité qui est placé près de l'école. Donc, on peut arriver à vélo, par exemple, et donc faire les longues distances. Alors, on peut prendre la slide suivante qui montre en fait comment le village se structure. Et on voit donc en plus des hubs de mobilité, on a aussi des petits chemins qui ont été créés. Ça, c'est la slide suivante qui mène à ce hub, mais aussi on a ça dans les Alpes, le Allmende, c'est-à-dire qu'on a défini que certaines prairies pouvaient avoir un usage collectif. Elles restent privées, mais elles sont utilisées collectivement et elles ne sont pas bâties. Mais par exemple, ici, on y a déposé un petit objet où on peut s'asseoir, être à l'abri. Et puis, on voit le petit chemin informel, c'est le chemin qui va vers l'école. Donc, à la fois, on crée une mobilité active et piétonne par des petits raccourcis. On donne un espace qui ressemble un peu à un verger, dans ce cas-ci, au milieu du village, et on l'aménage. Et puis, ce qu'on a à Guffey aussi, c'est l'infrastructure, c'est le suivant, c'est une infrastructure collective, ça s'appelle le BUGO, B-U-G-O, de book, livre. En fait, on voit pour moi aussi très bien là où intervient un peu l'architecture, c'est-à-dire que c'était un bâtiment vide, pas un bâtiment exceptionnel, on voit, c'est un peu la typologie qu'on trouve là-bas. Et il a été donc acheté justement avec des subsides du land et transformé. Et donc on a un appartement et une infrastructure au rez-de-chaussée qui, vous voyez, est en relation directe avec une place. On a vidé, c'est un ancien parking, on l'a vidé et on l'a transformé en petite place. Le parking était quand même, il y a encore quelques places de parking, mais un petit peu plus loin. Et on voit l'architecture est assez simple, elle utilise le bois, mais surtout elle réutilise en fait des structures existantes. Oui. Et à l'intérieur, donc le BUGO comme fonction, c'est il y a des livres, mais aussi tous les magazines. C'était assez impressionnant, tous les magazines actuels qu'on pouvait y trouver. Et c'est un espace qui est animé par la collectivité. Donc, c'est des bénévoles qui s'en occupent. Et on peut y boire un petit café aussi. Il y a des gâteaux qui sont faits maison. Et il y a un petit coin aussi, un peu ludothèque pour les enfants. Et ça a été mis comme infrastructure au milieu du village. Alors, c'est pour montrer que ici, donc, c'est vraiment intégral. C'est pas seulement une technique d'architecture. L'architecture est, vous voyez, en bois aussi. Elle fait assez bien attention aux matériaux, mais elle est directement mise en relation avec la mobilité, cette Allmende, hein, cette espèce de verger, et la relation avec les différents endroits. Et la politique en général, et c'est là qu'ils ont beaucoup de courage à Guffey, parce qu'ils ont vraiment défini les contours de leur village. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il y avait une certaine, ce qu'ils appellent bauréserve à certains endroits, mais c'était tout. Donc on
on met une limite. Et moi, la première chose que j'ai fait tout de suite quand j'ai regardé le film, en fait, j'ai googlé où se trouvait cette maison Scrap. Et elle est très belle, les matériaux sont très beaux. Mais quand on regarde le plan d'urbanisme, je trouve ça franchement un scandale où c'est bâti. Hein, parce que c'est une super hors du village, un joli lotissement qui sort et qui va jusqu'à la zone Natura 2000. Et en fait, je pense que là, par contre, à Guffy, où ils ont été très courageux, ils ont dit, voilà, la qualité aussi de notre bâti, c'est d'avoir des limites. Et c'est très difficile politiquement à expliquer. J'ai déjà parlé avec notre bourgmestre, qui a beaucoup du mal à comprendre qu'il est responsable de la collectivité et pas de certains individus. Mais c'est quand même très, très nécessaire de mettre ces limites. Et après, évidemment, c'est aussi un incentive, c'est aussi un incitant à densifier à l'intérieur. Et ça, je voudrais bien la slide suivante. La slide suivante, c'est un exemple qui est publié par la Baukultur, c'est en Allemagne. C'est un petit folder qui est très bien fait avec le bureau d'architectes non conformes qui sont spécialisés dans ce genre de densification, avec tous des exemples. Vous voyez, c'est un peu l'exercice que vous avez fait, mais là, construit et là un peu visualisé de densification dans ce contour. Il faut avouer, à Guffy, là par contre, ils ont également produit une sorte de catalogue pour expliquer toutes les options qu'on pouvait avoir pour densifier, mais les résultats architecturalement sont peut-être un peu moins réussis que ces exemples de la Baukultur en Allemagne. Et c'est là que je voudrais terminer. Et peut-être aussi, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue sur les gîtes, mais aussi la discussion du début avec ces scouts qui cherchent où aller dormir chez l'habitant. C'est une citation qui vient de ce livre. C'est la dernière publication de mon institut qui s'appelle Territorial Urbanism Now. Et il y a le projet de Ward dedans, d'ailleurs. Ward est partout. Oui. Et qui dit qu'en fait, que si vous voulez, le défi actuel de la transformation des zones rurales, c'est de transformer ces zones en des territoires habités et pas en territoires où on a de la spéculation, en fait. Et je pense que la problématique des gîtes fait partie de cette spéculation. Voilà. Et je pense que c'est une très bonne conclusion, effectivement, pour cette table ronde, mais aussi les trois autres. Merci à vous trois. Alors, je vois que le temps est passé très très vite. Peut-être que je vous propose plutôt de poser les questions avec un verre à la main dans l'autre pièce de l'autre côté, parce que je vois qu'il est déjà assez tard. Je vous remercie beaucoup pour vos trois participations qui étaient très denses. Et je vous remercie à vous pour votre venue. Très bonne soirée. Et puis alors, on se retrouve tout de suite avec un verre à la main.